Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre, le Tchad se prononce alors que la COP29 se prépare activement. Le ministre de l'Environnement appelle les partenaires à la vérité et à l'action. Lutte contre le terrorisme, le bassin du lac Tchad a été une fois de plus le théâtre des atrocités. Le Tchad envisage son retrait de la force multinationale mixte compte tenu de l'absence de mutualisation des efforts, dit-il. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le cadre de la participation du Tchad à la COP29 qui aura lieu à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Barkit, a fait une communication lundi. Dans sa déclaration, il a exposé les impacts du changement climatique sur le Tchad et souhaite que cette COP soit un moment de vérité pour le financement et l'action climatique. Le temps de promesses étant révolu, nous attendons des engagements concrets et des mécanismes de mise en œuvre efficaces, dit-il. Regardez. Le Tchad, qui contribue de manière minimale aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, voit ses températures augmenter de 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. Cette situation est inacceptable et appelle une réponse forte de la communauté internationale. Les médias ont un rôle crucial à jouer pour relayer ces enjeux et sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale. Je vous invite à suivre de près nos activités pendant la COP29 et à porter la voix du Tchad au-delà de nos frontières. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, a ouvert à N'Djamena ce 4 novembre un atelier national sur le développement de la filière sémencière au Tchad. Cet atelier qui s'inscrit dans la continuité du projet de promotion et de protection des obtentions végétales vise à faire le suivi des lignes directrices pour la création, la protection et la valorisation des nouvelles variétés végétales. On fait le point avec Maïla Emmanuel. Cet atelier a pour objectif d'encourager les acteurs de la chaîne de valeur agricole et sémencière à créer un cadre national de dialogue en s'appuyant sur les recommandations de l'OAPI pour établir une politique nationale de valorisation des nouvelles variétés végétales. Ce cadre contribuera au développement de la filière sémencière et agricole au Tchad. Au cours de cet atelier, il sera notamment question de la présentation des lignes directrices de la filière sémencière adoptée en 2022 et de la définition des axes stratégiques prioritaires pour le développement du secteur au Tchad. Les attentes sont nombreuses, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie. Les attentes sont grandes par rapport aux enjeux et défis à relever pour l'opérationnalisation de la politique sémencière qui, par ricochet, contribuera à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'une population sans cesse croissante dans un contexte de réduction des terres cultivées et de changement climatique aux effets néfastes avérés. À noter que cet atelier réunit des décideurs nationaux des secteurs publics et privés, ainsi que des représentants des ministères en charge de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la recherche, ainsi que des entreprises sémencières privées et des associations d'agriculteurs. Cérémonie de passation de charge entre l'administrateur délégué sortant, Mahamad Sabour, et la nouvelle administratrice, Naï Hortense Amadou Payanfou. La rencontre a lieu ce 4 novembre dans les locaux de la commune du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena. Regardez. La nouvelle administratrice déléguée de la commune du 2e arrondissement de N'Djamena a été installée dans ses fonctions au cours de cette cérémonie de passation de service. Lors de cette cérémonie, le secrétaire général de la délégation générale du gouvernement a exhorté l'administratrice entrante à adopter une approche collaborative avec le personnel de la dite commune. Je voudrais vous entretenir ici de la complicité qui existait entre les dirigeants de la commune du 2e arrondissement, de la collaboration dans le cadre de la collaboration qui existait entre eux. Non seulement ils sont soucieux de rendre plus belle leur cité, mais rendre heureux leur population. Cette équipe t'ouvre grandement leurs bras pour une très franche collaboration. Donc à toi de jouer. Quant à la nouvelle administratrice, elle a promis de répondre aux besoins des citoyens de cette commune. Cette nomination représente pour moi une responsabilité que je rends
que je prends très au sérieux. Je suis conscient des défis qui nous attendent et ensemble, nous avons la possibilité de les relever, d'innover et de répondre aux besoins de nos concitoyens du 2e arrondissement. Pour conclure, le maire a demandé aux délégués des quartiers et aux chefs des carrés de se faire les porte-parole de la population laborieuse du 2e arrondissement. Atara Naïdongarti, venons en l'actualité en bref. 3 informations dans cette compilation de Rassemblement Jemleila. Entamons l'actualité en bref de ce lundi. Par cette information, les conseillers nationaux se sont réunis au Palais de la démocratie pour examiner un projet de loi organique sur la répartition des compétences entre l'État et les collectivités autonomes. Présidé par Ali Kolotou Tchaimi, la séance a également vu la participation des ministres clés. Ce projet vise à corriger les difficultés rencontrées dans le processus de décentralisation au Tchad, amorcé après la conférence nationale souveraine, en établissant un cadre juridique conforme à la nouvelle constitution adoptée en décembre 2023. Le projet définit 17 domaines de compétences et aborde les préoccupations concernant les conflits potentiels liés à ces attributions. Finalement, le projet de loi a été approuvé avec 143 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Le ministre des Communications, Boucar Michel, a rencontré les responsables des médias ce 4 novembre pour les inciter à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information, particulièrement pendant l'opération Askanite contre Boko Haram. Il a souligné l'importance de cette opération avec le président Mamad Driss Debitno, présent sur le terrain depuis le 28 octobre. Le ministre a insisté sur le rôle crucial des médias dans la sensibilisation et le changement de comportement des citoyens face à cette menace. Il a appelé à fournir des informations précises, éviter des rumeurs et à valoriser le courage des forces de défense tout en encourageant l'unité nationale. Et pour finir, à la suite d'une dispute survenue ce 4 novembre, un homme a tué sa femme au village Beremham, province du Mayo-Kébi-Est. Selon une source au sein de la brigade de la sous-préfecture de Berem, le présumé assassin s'est servi d'un bâton pour accidentellement donner la mort à sa femme. C'est un incident qui est arrivé. Il a pris un petit bâton pour jeter sa femme lors d'un échange tendu. Malheureusement, elle a été mortellement touchée, relate-t-elle. Le mis en cause est détenu à la brigade de Berem. Après observation des rites traditionnels, la victime est enterrée. Le marché de Waliangousso, près de l'hôpital Le Bon Samaritain, dans le 9e arrondissement de la capitale, est inondé depuis plus de 2 semaines. Il est désormais impossible d'y accéder. Il y a de l'eau partout, nous dit une victime. Les hangars sont désertés en attendant des meilleurs jours. Daniel Gambi, Rassemblement Jemleila. Nous sommes au marché Ngosso, dans le 9e arrondissement. Une partie de cet endroit est sous l'eau. L'eau jaillit presque de partout. Pour tenter de la contenir, des digues de fortune ont été placées ça et là. Conséquence des crues des fleuves Chari et Logone, les activités commerciales tournent au ralenti. L'eau là, ça nous bloque carrément. Toute la journée là, on est resté là. C'est un cas de problème trouvé 10 000 ou 20 000. On est là au marché là pour ramasser le sable, pour damer et tout. Donc on est beaucoup souffrant. L'eau vient de Chari. C'est-à-dire ça a débordé l'hôpital Bon Samaritain et ça traverse ce goudron jusqu'à ça nous parvient ici au marché. Face à cette situation qui dure depuis plus de 2 semaines, les commerçants ont décidé d'agir collectivement en achetant une pompe motorisée pour évacuer l'eau vers le fleuve Chari. On tire l'eau avec la motopompe vers le fleuve. On cotise seulement. On n'a pas un montant fixe. Chacun donne ce qu'il a. Selon les experts, pour que la vie revienne complètement ici, il faudra attendre entre mi-décembre et début janvier. Dans un communiqué du 3 novembre 2024, la direction de communication de la présidence du Tchad a annoncé à la suite de l'attaque de Barkaram une série d'actions qui seront menées par le gouvernement, parmi lesquelles l'opération Askanite. Au troisième et dernier point de ce communiqué, il est dit le Tchad envisage son retrait de la force multinationale mixte
compte tenu de l'absence de mutualisation des efforts constatés comme toujours malheureusement sur le terrain face à cet ennemi commun. Fin de citation. Ce dernier point mérite d'être clarifié. Docteur Emadi Wainati, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes chercheur principal Afrique centrale et bassin du lac Tchad à l'ISS, Institut d'études de sécurité. Effectivement. Aujourd'hui, nous apprenons cette nouvelle. Le Tchad envisage, ce n'est pas encore une décision, mais qu'est-ce qui pourrait motiver une telle proposition, une telle position? Merci madame. Effectivement, il y a déjà la quintessence du communiqué qui est une première motivation donc, de cette décision. Et ensuite, il y a le contexte. Rappelons donc que nous sommes dans un contexte où le Tchad a subi une des attaques parmi les 5 plus meurtrières en fait, sur le sol tchadien depuis que ce conflit a commencé. Et donc il y a ici en cause clairement une sorte d'insatisfaction du Tchad en fait, vis-à-vis de la nature et de l'état de la coopération militaire mise en place avec les autres pays riverains du lac Tchad, donc dans la lutte contre Boko Haram. Et sachant que le Tchad est en opération actuellement, ça pourrait se résoudre à des questions tactiques, des questions pratiques, et certainement aussi des questions de partage d'intelligence. Et sachant que le Tchad est en opération, comme je l'ai dit, il y a besoin certainement du droit de poursuite, il y a besoin que les autres pays de leur côté contribuent à l'effort que le Tchad est en train de consentir en ce moment et qui donc de l'avis justement de l'état-major tchadien ne serait pas à la hauteur de ses attentes. Alors, le moment est-il opportun parce que cette annonce intervient, on l'a dit à l'entame, quelques jours après l'attaque de Barkhane. Il y a donc justement ce contexte et je reviens un peu en arrière, c'est qu'il y a juste 2 mois, je pense, la force multinationale mixte justement qui lutte contre Boko Haram au nom des 4 pays sort d'une opération qui a été une opération organisée en coopération avec l'ensemble des secteurs de la FMM justement. Et cette opération avait démontré en fait une certaine capacité des pays engagés dans cette opération à combattre ensemble les factions de Boko Haram sur le terrain, à lui infliger des défaites et des pertes sur le terrain. Donc qu'après cette opération, le Tchad se retrouve à envisager son retrait de la force. Cela surprend un peu. Et cela peut être inopportun si l'on ne considère pas justement la situation d'urgence dans laquelle le Tchad se retrouve en fait après cette attaque. C'est juste une mise en garde, peut-être, cette annonce du Tchad? C'est à espérer que ça reste à l'état d'une mise en garde et c'est aussi à espérer que cela soit compris en fait, par les partenaires du Tchad riverain du lac Tchad comme une expression d'une insatisfaction et que des discussions soient très vite entamées justement entre pays partenaires pour chercher des solutions et maintenir cette coopération-là. Parce que la nature de ce conflit est absolument régionale. Boko Haram, à travers ces 2 factions, est une menace régionale. Et sachant que la menace est régionale, la solution devrait absolument avoir la même envergure. Ça veut dire une solution absolument régionale, donc envisagée sous la forme de ce que la FMM représente actuellement sur le terrain. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quelles que soient les insatisfactions, je pense que l'intelligence voudrait que les pays partenaires justement prennent le temps de laisser passer, si vous voulez, cette montée d'adrénaline, s'asseoir, discuter et continuer en fait cet effort qui, à mon avis, même s'il n'a pas permis de mettre fin au conflit, est en train de permettre d'avancer en fait. La solution est en train de progresser, mais si le Tchad venait à se retirer, comme l'annoncent les autorités, quelles seraient les conséquences, et pour le Tchad et pour la sous-région? Effectivement. J'insiste beaucoup sur le caractère de la menace et qui, par conséquent, induit ce qui devrait être le caractère de la réponse. Et je maintiens aussi que le Tchad, certainement, et ses partenaires n'en arriveraient pas à un point de non-retour. Parce qu'actuellement, la région du lac Tchad est une région particulière avec les frontières que nous connaissons. Et nous savons aussi comment ce groupe a, depuis le début de ce conflit, justement, cette tendance à sortir absolument des frontières, en fait, à investir un peu l'ensemble de la sous-région. Ça veut dire donc aujourd'hui, si les 4 pays du bassin du lac Tchad ne parvenaient pas à raviver leur coopération,
chacun se retrouvera justement à organiser sa défense seul. Mais envisager... Avec des frontières fermées? Oui, des frontières fermées pour les États et les armées des États, pendant que Boko Haram, justement, a cette capacité à traverser ces frontières-là. Donc, il faudrait justement garder cette coopération pour adapter la réponse à cette mobilité transfrontalière du problème, afin de proposer en fait des solutions à l'envergure de cette mobilité. Ce serait la seule alternative? C'est l'alternative idéale. Dans le pire des cas, chaque pays devra pouvoir donc organiser la défense de son territoire, défendre ses frontières, etc. Mais je puis vous le dire, en fait, si chacun des 4 États pouvait aujourd'hui vaincre Boko Haram, mais revenons à un exemple simple. Si le Tchad est capable tout seul de vaincre Boko Haram et d'éradiquer Boko Haram de son territoire, pendant que Boko Haram pourrait continuer justement à survivre au Cameroun, au Nigeria ou au Niger, ça reste un problème qui tôt ou tard en fait pourrait ressurgir au Tchad. Et en vérité, Boko Haram a assez difficilement pu se sanctuariser au Tchad, ça veut dire avoir des bases permanentes ou à mi-terme. Donc ça veut dire que de manière régulière, Boko Haram vient plutôt des îles, n'est-ce pas, d'au-delà de la frontière pour commettre ses forfaits et redisparaître de la même façon. Ceci dit quoi? Ceci dit aussi bien pour le Tchad, le Nigeria, le Cameroun et le Niger, la nécessité de s'asseoir, résoudre les problèmes qu'il y a, se parler entre partenaires et donner la chance en fait à cette coopération régionale sécuritaire-là. Si je l'entends bien, le Tchad tout seul, sinon un pays tout seul ne peut pas gagner cette guerre asymétrique. Je doute qu'un pays tout seul puisse gagner cette guerre asymétrique. Un pays tout seul pourrait avancer dans cette guerre, engranger des victoires, mais tant que le problème restera dans la sous-région, dans sa configuration actuelle, avec les frontières que nous connaissons, il est à craindre en fait que tôt ou tard le problème ressurgisse sur son territoire. Docteur Wainati, merci. Merci à vous, madame. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.